Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre puisqu'on a la chance d'être accompagné de Valérie Gastaldi. On va parler ce soir des indicateurs Tom de marque. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir un nouvel indicateur, comprendre son fonctionnement et puis comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre trading. Alors, avant que nous démarrions et que je laisse quelques minutes à Valérie pour se présenter, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son fonctionne correctement et que la présentation également s'affiche bien à l'écran? Vous pouvez me répondre à l'écrit directement sur l'icône hein, avec la petite bulle et le point d'interrogation. Parfait. Tout fonctionne. Eh bien, écoutez, merci pour la confirmation. Je te laisse la parole, Valérie. Bonsoir à tous, bienvenue. Et puis j'espère que vous êtes en forme parce que c'est un webinaire un peu touffu ce soir. Je travaille donc chez Day by Day, qui est une société qui fait de l'analyse comportementale. On est connu surtout pour la partie technique parce qu'on diffuse cette partie technique auprès du grand public, mais on utilise d'autres outils plus long terme et qui sont plus centrés sur l'analyse de sentiments de marché et l'analyse cyclique. Moi, j'utilise ces méthodes depuis à peu près 1985, hein, il me semble bien. Enfin, avant le crack de 87. Voilà. Euh, et, euh, et j'ai assez rapidement constaté que le souci de l'analyse technique, c'est que si on l'utilise bien, on l'utilise en suivi de tendance. Et que bien entendu, quand on l'utilise en suivi de tendance, quand on a des retournements de marché, et parfois on s'entête à vouloir aller dans le sens de la tendance précédente pendant trop longtemps. Et donc on peut reperdre beaucoup de ce qu'on avait gagné précédemment. Et donc j'ai essayé d'introduire des éléments qui peuvent équilibrer le suivi de tendance et notamment avec justement l'analyse de sentiments qui permet d'être contrarien, l'analyse cyclique aussi qui permet de comprendre quand est-ce qu'on approche d'un point haut ou d'un point bas avant qu'il ait lieu, donc d'être sensibilisé à des possibles retournements. Et puis il y a un autre indicateur donc que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, enfin une famille d'indicateurs, qui est la famille des indicateurs Tom de marque. Euh, et qui sont des indicateurs purement contrariens et donc qui sont intéressants à combiner avec une approche de suivi de tendance puisque ça va donner des informations qui sont complètement différentes et complémentaires. Voilà, donc notre sujet de ce soir est introduit. Maëva, tu as des petites Merci choses à... beaucoup. Oui, oui, merci beaucoup Valérie. Alors, je vais vous parler rapidement de Digi. Avant ça, un petit avertissement. Je vous le lis pas, hein, je vous invite à le lire simplement pour vous rappeler que Valérie va vous donner son point de vue, son interprétation du marché. C'est absolument pas un conseil ou une recommandation. Également, quelques mots sur IG. Nous sommes présents depuis plus de 50 ans, leader mondial en France. Plus de 381 000 clients à travers le monde, coté à la Bourse de Londres et un intervenant de qualité, régulé. Et ça, c'est extrêmement important de bien s'entourer quand vous vous lancez en trading. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes au bon endroit. Donc, bravo déjà d'avoir fait ce choix. Et puis, n'hésitez pas à parler de nos services autour de vous, à nous laisser des avis sur Trustpilot ou sur Google également. Eh bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je te laisse la parole, Valérie. Merci Maëva. Alors, donc Tom de marque, ces indicateurs, ils portent le nom de la personne qui les a créés. Il est américain et il a été analyste pendant un certain temps dans un fonds de pension américain et il a cherché comment améliorer la performance des conseils qu'il donnait, parce qu'en tant qu'analyste, il conseillait les gérants dans le fond. Et donc il a développé petit à petit pour ses propres besoins ces indicateurs, 70 en tout.
Et puis, en fait, au bout d'un moment, comme il trouvait que ces indicateurs fonctionnaient assez bien, il s'est lancé dans le conseil. Il a édité une lettre, alors pas une lettre grand public, hein, c'était plutôt sous le format je propose à des hedge funds de recevoir mon papier, mais je ne le propose pas à trop de gens. Et puis après, avec Bloomberg, il a commencé à faire intégrer ces indicateurs à la plateforme Bloomberg, à la plateforme d'analyse technique de Bloomberg. Et puis après, c'est passé sur d'autres plateformes comme celle autrefois, ça s'appelait Reuters, ça a changé de nom 50 fois. Maintenant, c'est LSEG, enfin London Stock Exchange Group, avec Workspace. Mais ça se trouve intégré chez pas mal de gens. On reviendra sur ce problème, c'est que ces indicateurs sont très chers. Ils sont disponibles sur abonnement mensuel, qui est dans les 600 $ par mois, parce que Tom DeMark a fait protéger l'utilisation du nom des indicateurs. Il ne peut pas protéger la méthodologie, vu que la méthodologie est publique. Il a lui-même écrit des livres et il y a d'autres personnes qui ont écrit des livres et qui expliquent comment fonctionnent ces indicateurs. C'est comme ça que j'ai appris à les utiliser. Donc ça, l'utilisation de la méthode est autorisée, mais en revanche, il peut poursuivre les gens qui diraient voilà l'indicateur Tom DeMark sequential, et s'ils l'appellent comme ça dans leur logiciel, ils sont obligés de verser des redevances à Tom DeMark. Donc c'est un problème, mais peut-être que, alors, d'une part, vous pouvez les programmer vous-même si vous êtes un peu doué. Il y a un fournisseur en France qui a un petit peu programmé, mais il faut pas le dire parce que il l'a fait à ma demande pour me rendre service, mais il l'a pas déclaré. Et en fait, il faudrait qu'il change le nom pour pouvoir être à l'abri de poursuites. Il n'a pas le droit d'utiliser le nom de cet indicateur. Bon, donc Tom DeMark, il a quand même, si vous tapez Tom DeMark, vous trouverez beaucoup d'articles sur lui dans Google. Il a été beaucoup mis en avant par Bloomberg et il a fait des calls, comme on dit, assez brillants à différents moments. Bon, il n'a pas toujours raison, hein, bien entendu, mais il y a des moments où c'était assez époustouflant la précision de ses conseils, et vous verrez que ces indicateurs sont quand même un peu surprenants parfois. Alors, ce soir, je ne vais pas vous parler des 70 indicateurs. D'abord, je ne les connais pas tous. Ensuite, ça fait beaucoup d'indicateurs. On va se concentrer sur l'indicateur, ou plutôt la gamme d'indicateurs la plus connue, qui est la gamme sequential, et qui comprend 5 indicateurs parmi les 70. Les deux noms que vous entendrez régulièrement et le plus souvent, ce sont le setup et le countdown. Et setup et countdown forment ensemble une séquence de marché complète et assez complexe que je vais vous montrer. Et au passage, on verra des petits indicateurs qui sont pas très importants, mais qui sont dans la mise en place du setup et du countdown. On a besoin de quelques outils qu'on va voir ensemble. Donc l'intérêt des indicateurs sequential, c'est que donc l'analyse technique, normalement, elle propose du suivi de tendance. Donc elle vous dit que quand la tendance est haussière, il faut que vous cherchiez à acheter. Et le problème, c'est que du coup, vous allez continuellement acheter tous les replis dans une tendance haussière. Mais il y a certains replis qu'il vaudrait mieux ne pas acheter. Et puis aussi, il y a, quand vous êtes dans une tendance haussière, à certains moments, et de plus en plus, je dirais, il y a parfois des franchissements de résistance qui vous donnent l'impression que la tendance est réactivée après une consolidation. Et ces franchissements de résistance, finalement, s'avèrent être des pièges. On rebaisse, et on rebaisse très violemment derrière. Alors, donc, ça, c'est l'avantage et l'inconvénient des outils de suivi de tendance, c'est ça. Les indicateurs Tom DeMark, leur objectif, c'est de trouver les points hauts et les points bas des tendances. Alors,
c'est pas forcément les points qui vont retourner la tendance pendant 5 ans, mais c'est des points qui sont réellement des points de surachat ou de survente très forts et qui donc méritent d'être soulignés pour éviter de suivre des faux signaux ou bien alors pour prendre des bénéfices. Enfin, après, l'utilisation de l'indicateur, elle est libre et elle dépend de la méthodologie de trading de chacun. Un autre intérêt de ces indicateurs Tom de Mark, c'est qu'ils sont issus de calculs systématiques. Quand on parle du RSI, de l'ADX, etc., le calcul est aussi systématique, bien entendu, puisque c'est des multiplications, des divisions, des exponentielles, etc., enfin des puissances. Mais le niveau de surachat maximum, il n'est pas donné par l'indicateur. On vous dit, bon, bah, quand on dépasse 80 ou quand on dépasse 35, on arrive en zone de surachat. Mais parfois, on va beaucoup plus haut et ça dure beaucoup plus longtemps et on ne sait pas très bien à quel moment précisément il faut intervenir. Alors que dans les indicateurs Tom de Mark, vous allez voir qu'il y a un point particulièrement mis en avant comme étant le niveau sur lequel il faut soit intervenir tout de suite, soit se préparer clairement à intervenir. Mais c'est beaucoup plus précis et donc c'est beaucoup plus, c'est moins sujet à l'interprétation et c'est plus facile à systématiser dans le cadre d'un algorithme de trading. Alors à quoi ça ressemble? Je vous montre directement à quoi ça ressemble, parce qu'on va regarder plusieurs charts. Là, vous avez l'Eurostoxx 50 jusqu'à il y a une semaine. Ah non, plus 24 avril. Donc, vous avez votre bar chart et autour du bar chart, vous avez des chiffres qui viennent s'afficher. Donc, vous voyez que vous avez parfois des chiffres qui sont au-dessus des barres et parfois des chiffres qui sont en dessous des barres. Donc, ils sont soit au-dessus, soit en dessous. C'est la méthode qui est retenue par tous les logiciels pour afficher les décomptes Tom de Mark. On a, quand le marché est en période haussière, on met le décompte au-dessus et on va chercher le point haut. Et je vous ai dit qu'il y avait deux parties dans une séquence complète. Il y a la partie du setup. Le setup, sur ce logiciel-là, il est décompté en vert. Et le setup, il va de 1 à 9. Donc, quand vous voyez un carré avec marqué 9, parfois, il est en blanc sur un fond vert. Parfois, il est en vert sur un fond blanc. On ne les voit pas bien, du coup, dans ces cas-là. Ce sont deux cas particuliers du setup. Mais quand vous voyez ces carrés avec des 9, c'est que la première partie du décompte est faite. Et puis après, vous avez une deuxième partie qui s'appelle le countdown. Donc, tant que le marché est dans une séquence haussière, le countdown est inscrit au-dessus des cours et le countdown, il est complet quand on arrive à 13. Et dans ces cas-là, on a une grosse flèche qui vient s'inscrire au-dessus au-dessus du sommet. Voilà, donc ici, on avait eu un premier signal de vente, c'est un signal faible, le setup, c'est un premier bout de signal. Qui était intervenu là. Et puis après, le marché a poursuivi son évolution et on en a eu un deuxième fort qui est intervenu sur le 13. Il devait être là où soit là, soit là. On repart, on commence un décompte à la vente qui se termine pas très bien. On fait un autre décompte setup à l'achat. Enfin, à la hausse, un setup à la vente. Ici, un setup à l'achat. On repart, setup à la vente. Hop, on recommence. Setup à la vente, puis countdown à la vente. Ici, 9, setup à l'achat. Et puis là, sur le plus bas, rien. Bon. Donc, voilà juste comment ça se présente. Et les moments clés sont donc précisés par ces deux chiffres. Alors, comment est-ce qu'ils le... Voilà un autre exemple sur ArcelorMittal. Vous voyez que le sommet ici, qui était au-dessus du plus haut précédent, a été, c'est en graphique hebdomadaire ici,
a été parfaitement identifié. Je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui ont acheté ce franchissement parce qu'il y avait une consolidation avant, donc on aurait vraiment dit que c'était une accélération haussière et l'indicateur nous disait tout de suite de faire attention. Ici, de la même façon, on enfonce le plus bas précédent, l'avant-dernier plus bas, donc on a l'impression que ArcelorMittal va accélérer à la baisse et en fait, Tom de Marque nous dit attention, tu as un signal d'achat. Là, quand on revient au plus haut, on a un signal de vente qui intervient le lendemain du plus haut, mais on voyait bien que quand on dépasse, on arrive sur le 8 et le setup va jusqu'à 9. Donc, l'indicateur nous disait, attention, t'approches quand même beaucoup d'un signal de vente. Si tu franchis, c'est pas évident que tu puisses continuer à accélérer pendant très longtemps. Bon, donc, on n'a pas toujours des signaux, mais quand on en a, ils peuvent être particulièrement pertinents. Alors donc, comment ça se combine? Donc, on a les deux périodes, le setup en premier et puis le countdown. Le setup, vous avez vu, il a 9 temps. Et à la fin du setup, la première hypothèse qu'on doit faire, c'est que le marché va se retourner et va repartir en gros là d'où il vient. J'ai dit que c'est l'hypothèse principale parce que l'hypothèse principale, c'est qu'un marché est en consolidation, qu'il est dans une tendance faible. Vous voyez qu'il évolue dans une espèce de canal dont les bornes ne sont pas forcément très précises, mais la tendance est plutôt lente et donc on monte, on rebaisse, on abandonne quasiment la totalité de ce qu'on avait gagné auparavant, etc. Si on est dans une tendance qui est plus musclée, alors à la fin du setup, on a une deuxième impulsion qui va se déployer et une impulsion qui va pousser au-delà du setup et qui sera plus forte et plus longue dans le temps. Donc cette deuxième impulsion, elle va se développer sur 13 temps et c'est elle qu'on va appeler le countdown. Et quand on a un setup puis un countdown qui ont été réalisés, qui ont tous les deux été complets, on a terminé notre sequential et normalement on a une consolidation. Alors, le setup, donc tous ces indicateurs, ils existent à l'achat et à la vente. C'est exactement la définition symétrique. Donc, on va les voir aujourd'hui dans un seul des cas. Hein. Je vous laisserai réfléchir à ce qu'est l'autre ou bien acheter le livre si vous voulez aller plus loin. Alors, pour mettre en place un setup, donc la définition, elle est un peu pénible. Il faut d'abord avoir un flip baissier, puis que votre cours de clôture soit supérieur. Enfin, donc, un flip baissier, ça veut dire qu'on a un cours de clôture qui est. Voilà, donc ça c'est. Qui est supérieur au cours de clôture en I-4. Voilà, donc on est en train de monter. Donc le cours de clôture est supérieur au cours en J-4. Et puis ça change de sens, c'est-à-dire que le lendemain, vous constatez que votre cours de clôture est devenu inférieur au cours en J-3. On va voir sur le graphique, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Quand vous avez cette condition de flip, alors vous commencez un setup et vous allez systématiquement comparer votre cours de clôture à la clôture 4 jours plus tôt. Et il faut, si vous voulez trouver le point d'achat, donc vous êtes en train de baisser régulièrement jusqu'au point d'achat, il faut que 9 fois de suite, votre cours de clôture soit plus bas que le cours de clôture 4 jours plus tôt. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Là, on a un dessin que j'ai pris dans un livre sur Tom de Marque parce qu'il est schématisé. Donc, imaginez que on soit déjà ce jour-là. Donc ce jour-là, j'ai tracé un trait entre la clôture ici et la clôture de ce jour-là. Il y a 4 jours. Vous voyez, là c'est le jour J, J-1, J-2, J-3, J-4. Donc 4 jours plus tôt, la clôture était inférieure. On se déplace au lendemain. La clôture de ce jour-là, elle est toujours supérieure à la clôture de 4 jours, des 4 jours précédents. Donc, on est toujours à la hausse.
on ne peut toujours pas commencer à compter un setup. Mais attention, ici, ce jour-là, après avoir eu notre condition nécessaire remplie, qui était que on avait cette séquence haussière entre deux cours de clôture espacés de 4 jours, on a un retournement puisque ce cours de clôture devient inférieur au cours de clôture 4 jours auparavant. Hein. Donc, on a rempli notre condition. Ce jour-là, cette grande barre, c'est une barre de flip baissier. Quand on a la barre de flip baissier, on commence le décompte de setup. Donc, comme c'est un flip baissier, c'est un setup qui va s'appeler un buy setup, c'est-à-dire qu'on attend la mise en place du point d'achat. Hein, il faut bien baisser avant pour mettre en place le point d'achat. Et on va donc mettre les numéros sous les barres. Donc voilà, notre premier jour, il est ici. Le deuxième jour, la clôture, elle est à peine plus haute que la veille, mais en fait, elle est toujours nettement inférieure à la clôture en J-4. Je ne les ai pas toutes tracées, sinon on n'aurait rien vu. Mais ce jour-là, il était comparé à ce jour-là. Donc ce jour-là, il va être comparé à ce jour-là. On est bien en dessous. Donc on met le 2 sous la barre suivante. Le jour suivant, voilà notre clôture que j'ai marquée en rouge. Et on la compare à cette clôture-là. Donc 1, 2, 3, 4. À cette clôture-là, donc on est bien toujours inférieur. Pardon, en jour 3. Voilà, jour 3, c'est là. Jour 4, c'est cette clôture-là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Jour 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On a bien systématiquement toutes nos clôtures successives qui sont à chaque fois inférieures à la clôture 4 jours plus tôt. D'accord? Ça, c'est pas très compliqué. Donc, on inscrit à chaque fois un numéro et les numéros se suivent toujours. Quand on identifie un setup, on a toujours les numéros de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui se suivent tous. Il n'y a pas d'interruption. On arrive au 9e jour et donc c'est la fin du setup. Donc là, on ne sait pas quand ça se produit. Si on va avoir un marché qui va repartir en sens inverse à la hausse et puis qui va revenir peut-être au même niveau, peut-être un peu plus bas, peut-être un petit peu plus haut, mais dans la même zone. Ou bien alors, si on va avoir un countdown qui va se mettre en place. Mais il se trouve que là, vous voyez, juste après, on a un flip en sens opposé qui intervient. Puisqu'on avait un setup, on a bien les clôtures de 4 jours précédentes qui étaient de plus en plus bas. Et puis, paf, on retourne la séquence. Et ici, on a la clôture en vert qui devient supérieure à moins 1, moins 2, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 à cette clôture-là. Donc, on a un flip haussier. Et on va commencer le décompte du sell setup avec la numérotation au-dessus des prix qui va aller de 1 à 9 et qui va se poursuivre tant qu'on aura effectivement des clôtures qui seront supérieures à 4 clôtures précédentes. Donc, cette clôture-là, on va la comparer à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, on est bien à la hausse. Cette clôture-là, en jour 3, on va la comparer à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On est toujours orienté à la hausse. La clôture du 4e jour, elle a un peu chaud, hein, mais hop, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on est quand même toujours à la hausse. Donc, voilà, vous comprenez, la mécanique, elle n'est pas très compliquée, hein, en fait, la mécanique du setup. C'est bien que ça soit le logiciel qui compte, parce que s'il faut compter ça continuellement, on s'embrouille vite à aller en arrière. Est-ce qu'il y a déjà une question, Maïva? Non, c'est bon? Si, on a une question justement. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait invalider votre flip baissier? Et après, je parlerai des options qu'on a pour retrouver un équivalent tome de marque. Ouais. Alors, on va voir justement comment on met fin au setup. Donc, il y a plusieurs façons de mettre fin au setup. Bon, d'abord, il y a la bonne façon. On arrive à 9 et le setup se termine. Ça, on vient de le voir. Mais si les clôtures ne respectent plus les conditions, c'est-à-dire si à un moment donné, on n'a plus cet écart entre la clôture et la clôture de 4 jours auparavant, alors
le setup meurt et en fait, il disparaît du graphique. C'est un truc auquel il faut faire vachement gaffe. Au début où on utilise les indicateurs Tom de marque, on se dit oh bah c'est génial parce que vraiment il y a des setups uniquement au bon moment. Mais non, il y en a plein qui ont commencé, mais ils ne sont pas allés jusqu'à 9 et ils ont été effacés. Bon, c'est comme ça. Le setup, c'est une mesure relativement faible dans l'ensemble des indicateurs. C'est juste la mise en place de la première partie d'un sequential qui parfois se développe, parfois ne se développe pas et ne prend fin qu'avec le countdown. Donc l'indicateur qui est réellement le plus intéressant, c'est le countdown. Donc quand on a fini le setup, ben, on a le droit de commencer le countdown, justement. Ou pas, enfin c'est le marché qui décide, mais on va essayer de numéroter un countdown. Donc, l'exemple ici, là, on avait un setup, un buy setup. Donc, vous voyez que le moment où il nous donne le buy setup, il est parfois au-dessus du plus bas de la séquence. Parce que ce cours de clôture, il est bien toujours inférieur au cours de 4 jours plus tôt. Il se trouve que 4 jours plus tôt, on était là, donc on est bien inférieur. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les petits carrés qui sont en fond plein avec le chiffre blanc, ou alors les petits carrés qui sont creux. Les petits carrés qui sont creux, ils indiquent des signaux qui sont relativement faibles parce que justement le marché a déjà commencé à se reprendre avant la fin du setup. Quand le carré est plein, c'est que cette clôture est supérieure, alors je me souviens plus si c'est à la clôture de 8 ou 7, mais enfin c'est qu'on a un signal qui est, le marché a plus tiré à la hausse, donc c'est plus fort. Il y a toute une série de mini-situations qui permettent d'essayer de raffiner l'identification du point haut si on veut vraiment faire du trading avec les indicateurs Tom de marque. Donc, setup, et on a un flip en direction opposée. Cette clôture-là, elle est bien supérieure à celle qu'on avait 4 jours auparavant. Mais en fait, peu de temps après, donc on aurait pu commencer à mettre un 1, 2, 3, mais ce jour-là, la clôture, elle devient inférieure à la clôture du premier jour. Donc en fait, le début de setup qui partait à la hausse là, donc le début du sell setup, il a été invalidé par le flip en sens opposé. C'est-à-dire qu'on a eu un échec pour ce flip-là ou un début de flip en sens contraire. Donc, on a effacé les 1, 2, 3 qui avaient peut-être été inscrits pendant un temps sur le graphique. Donc, on a toujours notre setup qui était actif ici et on va avoir le début d'un countdown qui va se marquer. Il va être indiqué en rouge, donc là, sur ce logiciel-là, mais il reste sous les barres parce que si le countdown peut se déployer, il va chercher un point bas. Donc, il va falloir qu'on aille plus bas, mais il va être invalidé. On verra les conditions d'invalidation plus tard hein, sur le countdown. Et puis, hop, on repart. On a un nouveau flip qui permet de démarrer un nouveau setup. Et donc, après ce nouveau setup, on va essayer de mettre en place le countdown. Et voilà, là, on a un countdown qui démarre. On n'a pas la fin du countdown sur mon graphique, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous ai dit que ça allait jusqu'à 13, mais déjà, vous pouvez voir que entre le 1 et le 2, on a un trou. Entre le 4 et le 5, on a un trou. On a un trou dans le sens où dans le countdown, ce ne sont pas nécessairement des jours successifs qui sont comptés. On peut avoir une interruption dans le décompte. Tant que cette interruption respecte certaines conditions, on peut continuer à faire évoluer le countdown. Donc le countdown, il doit numéroter jusqu'à 13. Donc ça va prendre au moins 13 jours, bien entendu. On ne peut pas aller plus vite que ça. Mais parfois, ça prend beaucoup plus longtemps parce qu'on a des interruptions entre 2 jours qui remplissent les bonnes conditions pour le countdown. Alors,
Un petit truc quand même, avant qu'on aborde plus précisément ce countdown, c'est la Alors, il y a notion... une question peut-être Oui, Valérie, peut-être c'est bien de te la poser ah ouais, avant que tu vas-y. passes à la suite. Mhm. Est-ce que vous avez testé cet indicateur dans une temporalité horaire? Donc c'est Ah, vrai je que l'utilise là-dessus, sur toutes les temporalités. voilà. Ok, Toutes. parfait. Ah bah, ah bah, en intraday, il n'y a que ça comme outil qui soit utilisable, hein. Sincèrement, il n'y a rien d'autre. Mais enfin, bon, ça n'est qu'un indicateur. Euh, donc, ce qui est appelé TDST, tome de marque. Alors pourquoi ST? S pour support, je pensais, mais en fait, je sais pas, c'est pas sûr. Enfin, ils appellent ça les TDST support ou résistance. C'est des niveaux qui vont permettre d'identifier donc. euh, Bon, on va tout de suite les regarder ici. Donc, ils apparaissent en pointillé ici. Donc, quand on a un setup qui est complet, comme là, on avait notre premier setup, alors on va aller chercher, si c'est un buy setup, on va aller chercher ce qu'on appelle en analyse technique le true high du setup. Le true high, c'est le plus haut avec qui n'est pas forcément le premier jour. Hein. Vous voyez que ici c'est peut-être plutôt le deuxième, c'est peut-être plutôt ce jour-là. Mais il y a aussi une condition sur les cours de clôture, on va en reparler après. Et donc ça, c'est le début, c'est le plus haut du setup qu'on vient de terminer. Donc on a le logiciel qui nous met une barre ici. Si on a un setup qui monte, donc qui vient nous donner un signal de vente, alors on va aller chercher le plus bas. Et d'ailleurs, il fait une bêtise parce que le trou low, c'est la clôture de ce jour-là et pas le plus bas de ce jour-là. Donc, il ne met pas le bon niveau dans le logiciel. Mais c'est comme ça. Donc, il nous met un niveau ici de support. À quoi ça sert? Ça sert que ça permet d'avoir une petite indication de la puissance de ce qui va se produire plus tard. C'est-à-dire que quand vous avez votre fin ici, on dit votre sell setup, vous avez votre support, donc qui est plutôt là, mais enfin, et vous devez vous attendre à ce que les prix, s'ils redémarrent un autre setup, ils viennent s'achever le setup à peu près ici. Mais si le setup suivant, il arrive à enfoncer cette ligne-là, ça veut dire qu'en fait, il s'étend plus, le setup qui baisse, il est plus grand que le setup qui a monté. Donc, il y a plus de puissance à la baisse qu'il n'y en avait à l'achat. D'accord? Et du coup, votre probabilité d'avoir un countdown qui va se développer après est censée être plus élevée. Donc, ça vous dit parfois que vous avez plus ou moins de chances qu'une nouvelle impulsion se développe. Ça ne donne pas toujours des indications pertinentes. Parfois, on n'a pas du tout d'indications, mais parfois, on en a et le marché est censé réagir dans cette zone-là. C'est pas un indicateur super important, sauf pour essayer de deviner justement et de modifier un peu les probas. Est-ce que je vais avoir un countdown qui va se développer ou est-ce que je vais partir dans un setup de direction opposée? C'est à ça que je l'utilise parce qu'en fait, les niveaux de support et résistance horizontaux sont plus pertinents sinon pour la prise de décision que les TDST de Tom de Marque. Donc le countdown. Alors là, on ne va pas décompter de la même façon. On va comparer, donc, si on veut faire un sell countdown, donc on est dans un marché qui monte et on va chercher le point haut pour avoir notre signal de vente. On va comparer la clôture du jour au plus haut de J-2. Donc déjà, on n'a que 2 jours d'écart et pas 4. Et en plus, on ne compare pas clôture à clôture, on compare clôture au plus haut. Si c'est dans une séquence de marché baissière et donc on cherche un point d'achat, à ce moment-là, on va comparer la clôture du jour au plus bas de J-2. Vous voulez donc que tous les 2 jours, vous clôturiez plus bas que le plus bas
de l'avant-veille. Donc, il faut que la pression soit marquée à chaque fois, hein, de façon plus importante. Donc, on l'a vu, il peut y avoir une interruption dans la séquence. Et le décompte, il sera complet. Pour compléter le décompte, il faut deux conditions. Un, arriver jusqu'à 13 successions de cette condition, hein, et aussi, il faut que le 13 soit supérieur ou égal à la clôture de la barre numérotée 8. On va voir ce qui se passe si on n'a pas cette condition qui est remplie. Donc, là, on a notre setup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous dit sell setup. Mais le marché est puissant et il continue à monter. Donc, on démarre tout de suite notre countdown là, puisque la clôture de ce jour-là est au-dessus du plus haut de 2 jours précédemment. Donc, le 9 du setup, cette barre remplit aussi la condition pour être numéro 1 du countdown. Ce jour-là, on ne peut pas numéroter parce que la clôture, elle est en dessous du plus haut de 2 jours plus tôt. Hein, vous voyez ma flèche, clôture ici, plus haut. Donc, on ne peut pas numéroter. Le jour suivant, ici, on met le chiffre 2 parce que la clôture, elle est là et le plus haut, on ne le voit pas bien, mais enfin, le plus haut, il était en dessous. Donc, on met le numéro 2. Numéro 3, là, c'est bien clair, on est au-dessus. Numéro 4, on est bien au-dessus. Numéro 5 aussi. Et interruption là, interruption pendant un certain temps. Et là, il se trouve que, alors qu'on a commencé un countdown, qui est donc numéroté ici au-dessus des cours, on a en plus un nouveau setup qui se met en place. Ça arrive. Et donc, on a une double numérotation. On a la numérotation du setup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la numérotation du countdown qui se poursuit quand les conditions strictes du countdown sont réunies. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux conditions pour le countdown. Il faut arriver jusqu'à 13 et il faut aussi que le 13, la clôture du 13 soit supérieure à la clôture du jour 8. Voilà. Donc, là, on a la condition qui est remplie ce jour-là et c'était la première fois qu'on avait un 13. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc ici, comme on a à la fois le setup et le countdown dans cette zone, normalement, il faut s'attendre à une consolidation qui va un petit peu durer. Et c'est début avril, et je ne sais plus l'indice, qu'est-ce qui valait 8002 début avril le CAC? Non. Si, peut-être. Hein. Mais c'était bien un beau point haut, en fait. Et pourtant, on était allé faire un nouveau sommet. Hein, vous voyez, quand je vous disais, ça vous met en garde de ne pas rentrer dans la tendance sur franchissement. Enfin, moi, c'est ma religion. Hein, on ne suit jamais un franchissement de résistance ou un enfoncement de support. Je ne le fais jamais. Je traite toujours dans les consolidations, jamais en sortie. Mais encore moins si Tom de Marque me dit que la sortie, il y a un risque pour que ce soit une fausse sortie. Et il le fait souvent, de dire qu'il y a un risque de fausse sortie de façon très pertinente. Donc, question là ou pas, Maëva? Non, non, des pas de question, bon. pas de question. Okay. Je peux faire juste une petite pause pour leur expliquer. Oui. Donc, comme vous a expliqué tout à l'heure Valérie, comme Tom de Marque, c'est quelque chose qui est brandé, c'est une marque qui est déposée, c'est compliqué de le C'est une marque trouver. déposée. Voilà, on avait fait ce webinaire avec Valérie parce qu'à l'époque, c'était disponible sur TradingView en tapant le nom. Maintenant, c'est plus disponible sur TradingView en tapant le nom. Néanmoins, en faisant des recherches, vous avez pas mal de choses qui s'en rapprochent, notamment le séquenceur 9.4 Standard Tiny, où on voit justement Ouais, ces voilà. décomptes de 1 à 13 et ces bandes qui apparaissent. Donc, je pense que là, on est sur des setups qui se rapprochent extrêmement du fonctionnement. Et donc, libre à vous d'aller explorer après, avec l'interprétation que vous fournit Valérie, pour voir si c'est des choses qui peuvent fonctionner. Mais voilà, si vous faites un petit peu de recherche, vous pouvez quand même trouver pas mal d'alternatives. Donc, Et on a une question qui est apparue. Oui.
d'ailleurs. Oui, alors je vous Qu'est-ce dis que juste, cela donne sur Tesla? Voilà. ah ben, on va attendre un peu, vous êtes curieux et c'est normal, mais attendez un petit peu avant qu'on prenne des exemples. 9, 4, 13, 4 c'est le flip, et il faut 4 écarts dans le setup. 9 c'est le nombre de jours dans le setup parce qu'en fait on peut s'amuser à les faire varier, on pourrait faire des setups à 8, des setups à 10. Tom de Marc pense que c'est optimal pour 9. Et 13, c'est le nombre de jours dans le countdown. Mais de la même façon, on peut faire varier le nombre de jours dans le countdown. On peut avoir 12, 15, enfin bon, voilà. Donc je vous disais, il faut que le 13, la clôture du 13 soit supérieure à la clôture du 8. Donc là, vous aviez un setup marqué ici en 9. On commence le countdown. Et le countdown, vous voyez, il zigzague beaucoup. Et ici, par exemple, ce jour-là, on a une clôture là qui est bien supérieure à la clôture 2 jours auparavant. Donc normalement, on aurait dû mettre un 13 au-dessus de cette barre. Sauf que cette clôture n'est pas au-dessus de la clôture de la barre 8. Donc, on a un petit plus au-dessus pour dire que ça va arriver plus tard. Ce jour-là, de la même façon, clôture au-dessus de la clôture, au-dessus du plus haut de J-2. Donc, on aurait pu avoir le 13, mais on n'est toujours pas au-dessus de la clôture de la barre 8. Et puis finalement, le 13 arrive après quelques jours de retard. À ce moment-là. Donc, cette condition, elle a été mise pour faire en sorte que le 13 arrive, si possible, dans une partie relativement élevée de l'évolution. Sachez effectivement que si vous avez une évolution qui met très longtemps à se déployer et qui est extrêmement plate et zigzagante, la pertinence du countdown est faible. Le countdown est d'autant plus pertinent que la hausse qui a mené au countdown a été forte parce que le countdown, il est là pour repérer des extrêmes de marché, pas tellement des extrêmes de consolidation. Les extrêmes de consolidation, c'est plutôt le setup qui doit les repérer. Le countdown, il est là pour repérer des extrêmes de tendance. Alors, pour mettre fin au countdown, alors, il y a bien entendu le fait qu'on arrive à 13, hein, mais il y a les fins prématurées. Donc, si on a un setup en sens opposé, alors ça met fin au countdown. Donc, vous avez eu un signal de vente, ok, et puis votre countdown commence à se faire, mais entre-temps, le marché monte après votre signal de vente. Disons qu'il commence par baisser, puis après, il se met à remonter. Et il remonte et il fait un setup complet. Ben là, ça va annuler le countdown précédent. Donc, on va l'effacer. Si le marché baisse et fait un true high sous le TDST support, c'est-à-dire que vous avez eu un sell countdown, donc un signal de vente, le marché se met à baisser. Attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous ai donné la condition pour est-ce que je les ai inversés ou pas? Là, le soir à cette heure-là, je ne peux plus. On va voir sur les exemples. Sur l'exemple, je me trompe pas. Donc le true high, je vous ai dit qu'on allait en parler. C'est soit le true high d'une barre, c'est soit le plus haut de la barre, soit la clôture de la barre précédente. Si le plus haut est en dessous de la barre précédente. Ok. Ici, votre true high, si vous avez cette séquence-là, c'est ce point. Mais dans cette séquence-là, le true high, c'est ce point-là. C'est la clôture précédente. Donc, il y a un exemple. Ici, on a un setup qui est complet. 9. Donc, c'est le setup qui se combine plus ou moins à un countdown qui était complet. Donc, on commence un countdown. On a le 1, on a le 2. Et puis, cette barre ici, elle passe, donc la ligne que vous voyez là, c'est le TDST qui est associé à ce setup. Le TDST, c'est donc le support qui intervient sur le plus bas de la séquence du setup. Donc, il y a plusieurs fois où on enfonce d'ailleurs la séquence, le TDST support. Mais on enfonce le TDST support, mais le true high
il est au-dessus du support. Vous voyez que là, on enfonce dans la séance, mais le true high, il est là, le true high, il est au-dessus du support. Ce jour-là, le true high, il est là, il est au-dessus du support. Là, on a des plus hauts qui sont très nettement au-dessus du support. Là, on a encore un true high qui est au-dessus du support. Mais ce jour-là, ici, là, le true high qui est sur le plus haut de la séance, il est très nettement en dessous du TDST support. Donc, le countdown est interrompu. Et en fait, je vous ai peut-être dit une bêtise, je vous ai dit qu'il était effacé. On met un X et on arrête de compter pour montrer que le countdown est, interrompu. Et un peu après, on va commencer un autre setup. Donc, voilà la condition qui fait qu'on interrompt un countdown en dehors du possible setup. Alors, ce countdown, il est associé à un TD risk level, c'est-à-dire un niveau qui vous dit, c'est un espèce de niveau de stop. Vous voyez ici, il vous dit, hop, le countdown est terminé, voilà la grosse flèche avec le 13. Et il vous marque aussi ces pointillés ici en rose, qui sont donc ce qu'on appelle le risk level. Et le risk level, il est calculé, voilà, il est calculé selon cette formule. On identifie la barre avec le true low ou le true high de la séquence du countdown. Et on retranche le true range de cette barre à son true low. Alors c'est compliqué quand on le lit, mais c'est pas compliqué quand on le regarde. Voilà notre countdown. Je sais pas où est le 1, il était vieux le 1, il était avant le graphique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop. Dans cette séquence, on n'a pas le 1, mais il est sans doute un peu en dessous. Le plus haut de toute la séquence, il intervient le jour de la barre 13. Ok, et le true high du 13, bah, c'est le plus haut du 13 vu qu'on est au-dessus du plus haut de la veille. Donc, il n'y a pas de souci. Le true high, il est là. Alors, on mesure, je vais appuyer. On mesure le true range. Donc, le true range, c'est l'écart entre le true high et le true low. Donc, dans les deux cas, on est là. Et ce true range, on l'ajoute au-dessus de la barre du 13. Donc, c'est pour ça que j'ai fait deux petits traits bleus. Le trait bleu, il mesure cette barre qui est la barre la plus haute de la séquence et on l'ajoute au-dessus du plus haut de la séquence. Donc, parfois, le plus haut de la séquence, il a lieu longtemps avant. Et du coup, on a un risque limite qui est très près, ou alors le plus haut de la séquence, il a lieu sur une barre qui est très très grande, et donc on a un risk level qui est très loin. On en verra d'autres dans les exemples, vous verrez. Autre condition encore que je dois vous donner, que se passe-t-il quand on a deux countdowns qui sont déclenchés simultanément? Pourquoi est-ce qu'on aurait deux countdowns qui seraient déclenchés simultanément? Parce que on a vu que parfois, on avait un premier setup qui était terminé, par exemple un sell setup qui se termine, mais le countdown commence, le marché continue à monter. Et pendant le countdown, on arrive à compter un nouveau setup. Donc, on a le premier setup et on a le deuxième setup. Et puisqu'on arrive à compter un deuxième setup, le deuxième setup, quand il est complet, il déclenche un début de deuxième countdown. Donc, dans ces cas-là, on a ce qu'on appelle le recycle, qui permet de faire un choix entre lequel de ces deux countdowns on doit prendre en considération pour ne pas en avoir deux qui se développent en parallèle. Et le countdown qu'on doit retenir, c'est celui qui a le plus grand true range. Donc, là encore, je vous le montre, c'est pas compliqué. Ici, on a un setup à la vente avec le 9 qui se produit ce jour-là. On commence un countdown, 1, 2, 3, 4, 5, hop, qui va se terminer là. Mais entre-temps, vous voyez qu'après avoir baissé pendant un petit moment, on a un autre setup qui a été complété. Donc, on va comparer les true range de ces deux setups. Et donc, les true range de ces deux setups, bon, mes barres, elles ne sont pas ultra précises, mais ça va être
le plus bas de la barre 1 comparé au plus haut, dans ce cas-là, c'est plutôt la barre 7. Ça va nous donner une certaine amplitude. Ça, c'est le true range du premier setup. Et le deuxième setup, on va le comparer le plus bas de la barre 1 du setup. Et c'est pas la barre 9 qui termine le setup au plus haut, c'est la 7 qui fait le plus haut du setup. Donc, c'est le plus bas de la barre 1 par rapport au plus haut de la barre 7. Et vous voyez, je les ai représentés ici pour qu'on voit, j'ai choisi un exemple où c'était évident. Ce deuxième setup, il est beaucoup plus petit que le premier. Donc, en fait, normalement, on ne doit pas mettre la double numérotation, ce que ce logiciel ne fait pas. Il n'a pas tenu compte de tout. Donc, lui, il commence un autre setup. Vous voyez, vous avez 10, 11, 12 et 13 sur un setup, et puis vous avez sur un countdown, pardon, et puis vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un autre qui continue. Il ne devrait pas être là, ce deuxième. Mais bon, voilà, il n'a pas bien tout lu. Bon, moi, je sais qu'il s'est trompé, donc j'ajuste, mais c'est une erreur. Et vous avez ici la barre rose, le trait rose pointillé, qui doit... Donc, on a le 13 qui est intervenu ce jour-là. Et donc, c'est notre risk level. Il nous dit vent et place ton stop à ce niveau-là. Et ce stop, donc, il a été calculé à partir sans doute de cette barre, la barre 12, hein, on dirait. C'est celle qui est... Non, c'est la barre 13 qui est la plus haute de la séquence, c'est la barre 13. On prend l'amplitude de la barre 13 et on l'ajoute au-dessus du plus haut de la barre 13. Donc, ça nous permet de trouver le risk level. Normalement, quand on est coupé, Tom DeMark dit que un niveau de risque ou un TDST, quand ils sont franchis, ils sont censés après servir de support. S'ils étaient résistants, ils deviennent support, et vice-versa. S'ils étaient support, ils deviennent résistance. On doit avoir une polarité qui se développe. Ici, ça n'a pas marché. C'est pas un truc que j'utilise parce que je trouve pas que ça soit super pertinent. Voilà. Donc voilà le recycle. Alors, je te coupe juste Valérie Oui. parce que justement, il y a quelqu'un qui demandait comment on place le stop avec cet indicateur. Donc là, il y a eu une précision déjà sur cette polarité. Voilà, alors, je ne peux pas vous expliquer, il y a 70 indicateurs Tom DeMark. OK? Et ce qu'il vend, ce sont des indicateurs. Ça n'est pas une méthode de trading complète. Il ne va jamais vous dire comment il ouvre et il ferme ses positions. Il vous donne plein d'outils et à partir de ces outils, à vous de... Ouais, je suis désolée, il y a mes chiens qui s'énervent, voilà. À partir de ces outils, à vous de bâtir une méthode de trading. Et je vais vous dire, moi, comment je l'utilise, Tom DeMark. Donc là, vous avez ce qui s'est passé récemment sur le Nasdaq. Vous voyez, un setup. On a rebaissé, effectivement, il se trouve qu'on a rebondi à peu près... à peu près sur le plus bas de la séquence du setup. On remonte, on a le countdown qui se met en place avec 13 du countdown. Pas une grosse baisse qui est identifiée par ce 13 de countdown. On repasse au-dessus. On refait un setup ici. On est dans une séquence qui est très haussière. Hein. On le voit que c'est très haussier. Donc, en fait, le 9, ce n'est pas un indicateur qui est super pertinent. Hein. Je vous ai dit, le 9, vous allez essayer d'agir dessus uniquement si vous avez des choses qui vous laissent penser que vous êtes potentiellement dans une consolidation. Et on continue, on a le countdown qui intervient ce jour-là ou ce jour-là, je vois pas, enfin, je pense que c'est ce jour-là, avec un risk level qui est là, et on respecte le risk level, et derrière, on s'effondre. Mais on n'a pas de signal sur le point bas. Et en revanche, on a à nouveau un setup qui se met en place ici. Ici, on avait un setup qui avait commencé, mais qui a été interrompu. Donc, ils ont été effacés. Ici aussi, on a un setup qui avait commencé, mais qui a été interrompu. Un autre setup qui avait commencé, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, on ne voit plus rien sur le graphique parce que le marché a été extrêmement volatile. Donc, pour en savoir plus, parce que je vais vous montrer des exemples, hein, j'ai mis déjà longtemps à aller jusque-là. Vous avez un livre en français
qui s'appelle Les indicateurs Tom de Marque, qui est à l'origine écrit par Jason Pearl, qui a été traduit par Jean-Charles Gand. N'achetez jamais un livre de Tom de Marque. C'est complètement incompréhensible. Il n'est pas du tout pédagogue. Le meilleur livre, c'est celui qui a été écrit par Jason Pearl, qui est édité en anglais chez Bloomberg et que Jean-Charles a traduit chez Valor. Donc, vous pouvez avoir toutes les références. C'est un peu prise de tête, hein, mais c'est plus simple sur le dessin que sur le papier. Alors, comment ça s'utilise L'avantage de l'indicateur, c'est que c'est un indicateur de contre-tendance, mais c'est aussi sa grosse faiblesse, énorme faiblesse, parce que en fait, il vous dit de vendre quelque chose qui est en train de monter et de monter potentiellement à toute allure. Je suis désolée, hein, il y a des tas d'oiseaux qui s'agitent autour de chez moi. Donc, moi, je n'aime pas l'utiliser pour initier des positions contre la tendance, parce que c'est pas ma philosophie de vendre quelque chose qui en tendance haussière est en train de monter. En revanche, mon tout premier emploi, c'est de ne pas acheter une valeur forte au moment d'un signal de vente. Je vous ai montré le signal de vente sur le CAC, je vous ai montré celui sur Arcelor. Vous voyez que les franchissements des résistances, ces signaux qui interviennent alors qu'on a l'impression qu'on sort d'une consolidation. Et donc, tous les livres d'analyse technique vous disent sortie de consolidation, il faut acheter quand on reprend le sens de la tendance. Mais lui, il vous dit non, n'achète pas. Et je vous assure que évitez d'acheter juste. En fait, si vous travaillez sur votre profit and loss, sur votre PNL, là, sur vos résultats, et que vous, je ne sais pas si vous le faites, hein, mais si vous voulez progresser, c'est indispensable. Il faut absolument que vous ayez la répartition statistique de tous vos résultats. Toutes les opérations que vous faites, gains, pertes, il faut que vous les mettiez sur un axe avec de moins, je ne sais pas quelles sont vos plus grosses pertes à vos plus gros gains, hein, mais vous mettez tout avec la fréquence, vous faites la distribution, hein, ce qu'on appelle statistiquement la distribution de vos résultats, et vous allez voir, selon votre niveau, que cette distribution, elle a une queue de distribution à gauche, c'est-à-dire dans la zone de perte, ou une queue de distribution à droite dans la zone des gros gains. Ce que vous cherchez, bien entendu, c'est d'avoir une queue de distribution à droite qui soit beaucoup plus importante que la queue de distribution à gauche. Parce qu'au milieu, vous allez avoir une grosse bulle au milieu avec des petits gains et des petites pertes. Et cette bulle, votre objectif, ça va être de petit à petit légèrement la décaler pour que la moyenne de cette bulle ne soit pas pénalisante. C'est-à-dire que le gros de cette bulle, c'est ouvrir et fermer des positions sans gagner d'argent, mais sans en perdre. Parce qu'il y a les frais qui viennent vous handicaper. Donc cette bulle, il faut que vous arriviez à avoir une moyenne de cette cloche qui soit à 0. Et il faut que vous supprimiez quasiment complètement la queue de distribution à gauche. Et que vous favorisiez la queue de distribution de droite. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous avez gagné, vous pouvez faire du trading, vous êtes trader. Parce que vous allez peut-être faire des gros gains une fois sur 10, mais ils ne vont pas être annihilés par les grosses pertes. Et vous allez continuellement être en train de trader. Et vos trades continuels, parfois ils vont gagner, parfois ils vont perdre, mais dans l'ensemble, ils vont vous faire des surplaces, mais ils vont juste vous permettre de tenter jusqu'à ce que le marché vous dise bingo, c'est toi qui as gagné aujourd'hui et il vous file la distribution de droite. Donc c'est ça le trading, ok? C'est pas du tout chercher le bon plan, avoir raison, non. C'est mettre des pièces dans la machine en évitant de les mettre sur les très fortes pertes. Voilà. Et Tom de Marque, il est génial parce que quand vous achetez un franchissement de résistance, votre stop loss, il est sous le plus bas de la consolidation. C'est-à-dire qu'au moment du franchissement, votre stop loss, il est très loin. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je ne traite jamais en franchissement. Parce que le franchissement, c'est le moment où le stop est le plus éloigné. Donc, moi, je pars du principe, quoi que je fasse, que je vais avoir une chance sur deux pour avoir tort ou pour avoir raison. Donc, si j'ai une chance sur deux,
il est absolument indispensable que je minimise ma distance à mon stop loss. Et le point où la distance la plus faible au stop loss que je puisse envisager de façon régulière, c'est le milieu de la consolidation. Parce que bien sûr, je peux vouloir acheter continuellement les bas de consolidation, mais enfin ça, c'est un objectif. Dans la réalité, c'est pas forcément ça qui va se produire. Donc, le milieu de conso, si on peut, on fait mieux, on achète le bas de conso, mais déjà le milieu de conso, c'est pas mal, et ça permet de minimiser la distance au stop loss, et donc de construire une position qui, si elle perd, va se retrouver dans ce gros ventre. Ok, mais en utilisant Tom de marque et donc en n'accompagnant pas le marché, si au moment de la sortie, on a un 12 ou un 13 dans un countdown, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on va bientôt avoir le signal de vente, eh bien, ça vous évite d'entrer à des moments où vos stops sont très éloignés. Donc, pour moi, ça, ce premier emploi, en fait, c'est considérable la valeur ajoutée si vous êtes déjà un trader correct. Parce que si vous faites n'importe quoi et que vous avez un gros ventre qui est en zone de perte importante, il faut d'abord que vous bougiez votre gros ventre. Hein. Et ça, c'est du travail, du travail, du travail. Mais quand vous avez travaillé, que vous avez bougé votre gros ventre, votre problème, ça peut rester encore les très grosses pertes qui ne vont pas être très fréquentes, mais qui vont vous foutre en l'air. Une très grosse perte, ça fout en l'air 2 ou 3 gros gains en général. Et voilà, supprimer une très grosse perte, c'est donc une plus-value considérable à mes yeux. Deuxième emploi, exclusivement sur une valeur faible. Je ne vous explique pas ce que c'est qu'une valeur faible, mais j'ai fait des webinaires dessus. Vous allez suivre le countdown ou le sell setup si votre valeur faible franchit une résistance. Donc, je vous dis de vous mettre face au marché sur une valeur faible quand elle sort de consolidation. Une valeur forte qui sort de consolidation, si vous avez un sell setup, parfois on baisse un petit peu, mais pas forcément beaucoup parce qu'elle consolide et puis elle va repartir à la hausse. Si votre valeur est faible et que elle franchit la résistance avec un signal de vente, la probabilité pour que ce soit un faux signal est super élevée et votre probabilité pour qu'elle baisse fortement, parce que c'est un faux signal sur une valeur faible, donc que votre signal de vente soit suivi d'une conséquence importante, elle est intéressante parce que c'est une valeur faible. C'est déjà un petit peu plus dangereux. Donc, il va falloir que vous ayez d'autres indications par ailleurs. Enfin, il faut que vous cherchiez la configuration sur les indices aussi en même temps, etc., qui vous intéresse. Troisième emploi, qui demande un petit peu de temps, mais qui est intéressant, c'est en analyse intermarché, c'est-à-dire intermarché ou intramarché. Là, par exemple, vous voyez que sur le CAC 40, vous avez un sell setup ou un sell countdown ou un buy countdown, etc. Vous allez regarder les 40 valeurs du CAC et vous allez compter combien d'entre elles ont aussi un setup ou un countdown à l'achat ou à la vente. Sur combien de valeurs est-ce que le signal de l'indice est répliqué. Parce que s'il arrive sur l'indice, mais qu'il y a deux valeurs dans le CAC qui ont aussi une extrême, bah, il y a peu de chances pour que le mouvement qui suit soit important. Si en revanche, vous le retrouvez sur 6 ou 7 valeurs simultanément, plus 3 ou 4 qui sont dans une zone, là, vous êtes déjà au quart de l'indice qui potentiellement va pouvoir réagir de la même façon. Ça commence à être intéressant. Bien entendu, si vous arrivez à monter au-dessus, c'est d'autant plus intéressant. Alors, quelques exemples, même si on est en retard. Vous me demandiez Tesla tout à l'heure et tapez vos demandes. Ah, alors voilà. Voilà, donc Dans le Tesla, logiciel, hein, pour répondre à la personne, ça y est, il n'y hein, a pas de signal, hein, je crois, en ce moment sur voilà. Tesla. Mais, alors, Tesla, il faut que j'aille la chercher. Je vais aller dans les FANG, NY FANG, hop, Tesla. Voilà. Donc, là, on est en quotidien. Ok, en quotidien, on a eu un buy countdown qui est intervenu ici, donc le 21 avril. C'était pas le jour du plus bas. On avait un risk level qui était relativement loin.
va mettre un petit peu plus de temps. Bon, c'était pas un niveau technique, mais là, on a eu un buy countdown et puis depuis, on attend. On n'a pas eu le plus haut, là, vous voyez, il n'y a pas de signal. On avait un sell setup, mais un sell setup qui n'était pas intéressant parce qu'on voyait qu'on était dans une tendance haussière très forte. Et en fait, on a commencé à baisser bien avant le reste du marché, donc on n'a pas eu de sell countdown sur Tesla. En horizon de temps quotidien. En horizon de temps hebdomadaire, on a eu un sell setup et un sell setup, ouais, on savait pas trop ce qu'il fallait en penser. Hein, il était un peu tard, il était un peu bas, etc. Vous voyez qu'il n'est pas dans un carré plein, donc c'était pas le meilleur des sell setup. En revanche, ici, on a eu un buy setup. Et le buy setup, là, il était plus pertinent parce que on voit qu'à moyen terme, elle évolue, en fait, elle fait des zigzags. Hein. Là, je suis sur 5 ans, elle fait des zigzags depuis 5 ans. Il n'y a pas une tendance de moyen terme qui est relativement marquée. Mais vous voyez, là, il y a un truc qui est intéressant et que je vais vous montrer. On va mettre 30 ans et puis je vais mettre en logarithmique. Voilà. Le problème et le danger de Tom de Mark, c'est que quand une valeur est très forte, et par exemple en 2019, 2020, 2021, Tesla était très forte. Elle faisait partie des valeurs qui tiraient le marché à la hausse de façon régulière. Eh bien, on a plein de signaux de vente. Vous voyez, celui-là, bon, il n'intervient pas vraiment au bon moment, hein, en plus, mais signal de vente. Alors, signal de vente, signal de vente, signal de vente. 13 ici, signal de vente, signal de vente, signal de vente, signal de vente. Et vous voyez que sur toute cette période, vous n'avez pas un seul signal d'achat. OK? Et ça, c'est typique. Les valeurs qui sont fortes sont celles qui montent le plus. Donc, comme Tom de Mark, son objectif, c'est d'intervenir sur des sommets qui sont le plus possible montés en épingle. Plus la valeur est forte, plus il va être fréquent qu'elle arrive à faire 13. Ces séquences de 9 puis ces séquences de 13. Ça va lui arriver assez facilement. Alors que quand la valeur devient faible, parce que Tesla récemment, elle a été beaucoup plus faible, eh bien, elle va avoir tendance à vous donner des signaux d'achat. Vous voyez là, Tesla, quand elle baisse, elle vous donne des signaux d'achat qui ne sont pas toujours super pertinents. Bon, celui-là, il était pas mal, mais celui-là, il était quand même pas terrible. Celui-là, il était bien. Donc, c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous disais, attention, quand vous repérez un signal en Tom de Mark, l'utiliser tel quel hors de la boîte, moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. C'est pour ça que je dis je l'utilise pour supprimer des signaux et supprimer les grosses pertes. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous voulez voir? Est-ce qu'il y a eu d'autres demandes? Non, pas de demande. On avait juste Tesla. Ok, je vous montre par exemple sur le CAC. Bon, alors le CAC, valeur faible. Lui, ça, les signaux de vente, quand il en donne, il marche bien. Non, celui-là, il n'a pas très bien marché. On est repassé en dessous. Le setup, là, il n'était pas terrible. Mais là, vous avez un countdown. Bon, pas dément, mais ici, petit countdown qui est intervenu. Il n'a pas duré très longtemps, mais enfin, on s'en sortait sans gros dégâts. Setup qui se termine, setup qui se termine. Mais on n'a plus de signaux sur les points bas parce que les indices européens sont quand même relativement forts. Sur le DAX, en mensuel, signal de vente. Bon, alors, signal de vente là, pas pertinent. Là, double signal, on a un 13 et un 9 simultané. C'est 2007, hein, ça. 2007, le point bas de 2007, le point haut qui a suivi, pas de signal ici, le point haut qui a suivi. Bon, là, c'était un petit setup pas très pertinent. Le point haut qui est suivi, là, c'est 2020, hein, il donne le signal un tout petit peu avant la crise de Covid. Le point haut qui est suivi, le point haut qui est suivi, et bon, là, il se plante. Là, là aussi, en quelque sorte, il se plante, mais enfin, on a eu une belle volatilité. Alors là, c'est le mois d'août de l'année dernière, de mémoire.
août 2024. Donc, accélération baissière, mais on reprend tout de suite, un petit peu comme on l'a fait là. Et là, là, il s'est planté aussi. Donc, en mensuel, vous voyez, c'est pas mal. En hebdomadaire, en plus, le signal mensuel était combiné à un signal hebdomadaire. Donc, bien entendu, une des utilisations, c'est que vous allez regarder sur plusieurs temporalités. Vous allez avoir un signal mensuel dans la même zone, un ou deux signaux hebdomadaires. C'est des situations qui sont particulièrement intéressantes. Vous m'aviez demandé en intraday. Donc en intraday, moi ce que je fais, c'est que j'ai un tableau en 1 heure, 2 heures, 4 heures et quotidien. Donc, hop, je vous l'ai Alors j'en grossi. profite Valérie parce que je vois que tu es sur le DAX et là on vient d'avoir une question pour Solana, LVMH et SPY. Voilà. SPY, c'est le S&P. On va aller sur le S&P d'abord. Alors, sur le S&P, je vais me mettre dans indice S&P. Pourquoi je ne le vois pas? Voilà. Ah ben non, je ne l'ai pas là. Je suis bête. S&P en futur, je l'ai en intraday. Hop. En intraday ou bien plus long? Je ne sais pas ce que. Alors n'hésitez pas à nous répondre, hein, day, daily. Daily. Voilà. Donc on va prendre Alors la réponse était day. Alors est-ce que ça veut dire intraday ou daily? on va dire daily. Voilà. Euh, Là c'est weekly, là c'est daily. Donc en fait en daily, j'ai pas la barre du jour encore. Sur le S&P, il me le met pas à jour le jour même. Sur le cash. Donc on a eu un buy countdown qui a été donné avec un petit peu de retard à la fin du mois de mi-avril, le 17 avril ou le 18 avril. Un sell setup qui a donné lieu à 2 jours de baisse seulement. Et puis là, on est démarré un countdown. On est sur le jour 4 du countdown, donc potentiellement on peut aller jusqu'à 13, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais bon, n'oubliez pas que parfois on commence un countdown et puis le countdown est interrompu. Hein, mais enfin, pour le moment, il ne nous dit pas de vendre. Voilà. Il nous a proposé de vendre ce jour-là. Et depuis là, il nous dit plus de vendre. Il nous dit d'attendre. En hebdomadaire, de la même façon, il nous a donné un signal d'achat la semaine du 14 et il a commencé un setup. On est seulement sur la 3e semaine de setup, donc il ne nous dit pas de vendre non plus. Et en mensuel, il nous a dit de vendre. On a baissé. On a rebondi sur des risques, donc potentiellement ça va repartir à la hausse. Voilà. Pour le moment, il en est là. Il nous en dit pas, il nous dit rien. Hein. Il ne nous dit, il y a des tas de moments où il ne nous dit rien. Hein. Enfin, je veux dire, hélas, il n'y a pas de miracle. Hein. Vous vouliez voir LVMH. LVMH. Donc, on va se la faire. Donc, en mensuel, là, vous voyez 2021. Tant que LVMH était très forte de 2009 à 2021, il donnait des signaux de vente qui n'étaient pas très pertinents ou après lesquels il ne se passait rien, hein, vaguement des plats. Jamais un seul signal d'achat en mensuel. Il nous a donné donc un signal de vente qui n'a pas bien marché en août 2021. Il en a redonné un autre en février 2023 qui a donné lieu à suite. On a démarré un setup baissier sur LVMH. On a des figures de retournement de long terme sur LVMH. En hebdomadaire, donc comme la valeur est faible, maintenant il va nous donner des signaux d'achat en hebdomadaire. Donc il nous a donné un signal d'achat ici. Il en a donné un là, beaucoup trop tôt, avec un TD risque qui a été enfoncé. Mais là, il nous en a donné un. Donc il va peut-être commencer un setup à la fin de la semaine prochaine ou de cette semaine, on va voir, parce qu'on doit comparer à cette clôture 1, 2, 3,
4. Donc normalement, on pourrait commencer à la fin de la séance. Quand la semaine sera terminée, peut-être qu'on commencera un setup. Donc peut-être qu'on va avoir une amélioration, mais d'avoir un signal d'achat sur une valeur faible, c'est pas super excitant. En quotidien, il nous donne des signaux d'achat assez souvent. Hein, vous voyez, voilà, c'est une valeur faible. Bon, c'est pas trop mal, celui-là, ça collait à peu près, mais il avait un risk level qui était extrêmement loin, puisque la barre la plus basse du countdown, c'était celle-là, et elle était très volatile, et donc on a pris l'amplitude de cette barre, on l'a retranchée au point bas de cette barre-là, ça nous a donné un risk level qui était à péta ou schnock. Donc, à la suite de ce countdown, ça s'est stabilisé, et on démarre tout doucement un setup haussier. Voilà, bon, c'est pas encore le moment de vendre, mais c'est pas le moment d'acheter, hein, parce que lui, il vous donne un risk level qui est là. Donc, de toute façon, c'est une valeur faible, donc c'est pas franchement une valeur à acheter. Voilà. Et il est 8h15, donc on va arrêter. Merci Donc, beaucoup, Valérie, en tout cas. voilà. De toute ma carrière, c'est le seul indicateur que j'utilise. Mais je l'utilise à ma façon. Voilà. Mais après, je dis pas que ma façon est la seule façon de l'utiliser. Hein. Tom DeMark utilise ces indicateurs avec succès, je pense. Mais si je peux vous encourager à approfondir un indicateur, c'est celui-là, par rapport à tous les autres qui sont complètement inutiles, mais complètement. Ça a une valeur ajoutée si vous le maniez avec prudence et en vous rappelant donc qu'il va à contre-tendance. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Valérie. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Je vous rappelle que ce sera disponible dès demain sur IG Academy et également sur notre chaîne YouTube. On me demande de redonner le nom de l'indicateur sur TradingView. Alors, moi j'ai fait quelques recherches parcellaires. Hein. J'ai regardé voilà, rapidement. En tout cas, le séquenceur 9.4 Standard Tiny 13.2 Tiny 1.1.1 de Lux Algo semble bien fonctionner. Mais encore une fois, j'ai cherché rapidement. Donc je pense que si vous cherchez un petit peu plus avec des mots-clés qui se rapprochent de ce qui existe dans Tom de Marque, que vous regardez un petit peu ce que ça donne sur le graphique, vous pouvez tomber sur des choses intéressantes. En tout cas, celui dont je vous ai donné le nom, j'ai des séquences de 13 et de 9 qui s'affichent avec des flèches qui semblent correspondre quand même à toutes les explications que Valérie nous a fournies ce soir. Donc ça peut être une bonne alternative. En tout cas, n'hésitez pas à chercher. Il y a des choses qui existent parce que, comme le disait Valérie, le setup est public. Après, comme le nom ne peut pas être utilisé, c'est vrai qu'il faut retrouver la construction équivalente sans que le nom soit mentionné. Voilà, c'est un petit peu ça. Un petit peu de recherche, mais je suis sûre que vous allez trouver des choses intéressantes. Et après, ça se programme. Hein. Enfin, vous voyez, c'est des comparaisons entre cours de clôture, mais alors parfois, après, il y a des boucles à faire en programmation quand même pour vérifier que les conditions, les recycles, les trucs et les machins, enfin bon, mais ça se programme. Et dans son livre, il y a d'autres indicateurs et le TD Wave est pas mal. Enfin bon, c'est un type qui est inventif, qui a une approche différentes. Et il y a des choses qui valent le coup d'être utilisées. Voilà. Voilà. Écoute, merci beaucoup Valérie. Et puis, il y a beaucoup de très bons commentaires. Hein. Tout le monde te remercie, donc merci encore. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée à Bonne toutes et soirée. à tous. Bonne soirée. Au revoir.